Bonsoir à toutes et à tous. Je me présente, je suis Alain Moussu, vétérinaire du groupement Univetzen. Ce groupement auquel appartient votre vétérinaire, celui ou celle qui vous a invité à la conférence. Donc, ce groupement a pour vocation de prolonger les discussions que nous avons pendant les consultations pour prendre un peu plus de temps avec vous et vous apporter un peu plus de connaissances, un peu plus de conseils sur l'entretien ou la surveillance de votre animal de compagnie. Donc ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Anne Roussel qui exerce la médecine vétérinaire à Nice et qui est spécialisée en dermatologie et qui va vous donner des conseils sur l'entretien de la peau, l'entretien du pelage des carnivores de compagnie, c'est-à-dire des chiens et des chats. Merci, je prends note de votre enthousiasme. À bientôt. Donc, vous êtes déjà plus de 105 en ligne. Donc, je profite du chat qui se déroule pour vous dire que nous essaierons de répondre à quelques questions en fin de conférence, mais qu'en fait, en général, les questions sont trop nombreuses pour qu'on puisse y répondre intégralement de cette façon-là. Et donc, de toute manière, vous recevrez dans le courant de la semaine prochaine une réponse écrite intégrale à toutes les questions qui ont été posées. Bonsoir Anne, je te laisse prendre la parole. Voilà, merci. Je suis ravie d'être avec vous ce soir. Nous allons parler d'hygiène, de la peau et des poils de nos carnivores domestiques. Alors, la place de l'hygiène est vraiment fondamentale. Actuellement, c'est une préoccupation quotidienne. L'hygiène correspond globalement à l'ensemble des méthodes et des soins qui permettent de maintenir, de restaurer, d'entretenir, d'embellir les qualités, la santé et l'aspect esthétique de la peau et des fanères. Les fanères, ce sont les poils et les griffes. La peau est un indicateur important de l'état de santé général. En général, quand on a une belle peau, de beaux poils, on se dit qu'on est en bonne santé. En outre, nos animaux de compagnie actuellement partagent notre vie, notre maison, notre quotidien et parfois même notre lit, parfois même souvent. Et de ce fait, il semble primordial d'apporter un soin tout particulier à leur hygiène. Enfin, il est normal de se soucier de l'aspect esthétique et cela même si le compagnon en question appartient ou non à une race particulière. On a envie qu'il soit beau car on l'aime, on l'apprécie et on le choisit. Alors, nous allons, au cours de cette présentation, faire un petit peu de théorie pour vous présenter la peau, le pelage, les griffes, les oreilles, quelques notions effectivement donc d'anatomie qui sont importantes et de physiologie également qui sont importantes pour comprendre l'ensemble des soins qu'on peut leur apporter. Nous verrons ensuite une partie beaucoup plus pratique avec la mise en œuvre donc de ces différents soins d'hygiène, à savoir le brossage, le toilettage, l'utilisation de certains cosmétiques. Nous verrons également donc, des problèmes un petit peu plus spécifiques, notamment l'hygiène des plis, des oreilles, des griffes, des coussinets. Et enfin, certaines mesures également de prévention, notamment l'éviction solaire. On prendra également quelques petits exemples un peu plus concrets. Enfin, nous verrons quels sont les signes d'alerte, ceux qui doivent nécessiter éventuellement une consultation auprès de votre vétérinaire. Voilà, donc c'est parti. Alors, on commence par un petit peu de théorie. La peau, qu'est-ce que c'est? La peau, c'est l'organe le plus grand, le plus visible du corps et c'est une barrière en fait anatomique et physiologique entre l'animal et son environnement. Elle a plein de fonctions, de propriétés. C'est déjà une barrière contre la perte d'eau et notamment contre la déshydratation. C'est également une protection pour limiter la pénétration en fait d'éléments nuisibles
que ce soit des produits chimiques, des agresseurs physiques ou même des éléments microbiologiques qui pourraient lui nuire. Ça permet également d'assurer le mouvement. On voit ici par exemple les écailles d'un joli combattant. Ça lui permet, la peau et donc ses productions, les fanères, lui permettent de se déplacer, de se mouvoir, lui donnent une forme particulière. Les annexes, comme je l'ai dit, sont produites également donc par la peau, c'est-à-dire donc les griffes, les poils, etc. La peau assure également quelque chose d'essentiel, c'est-à-dire la thermorégulation, alors qui est un petit peu différente en fonction des espèces, mais grâce aux glandes sudoripares, cela nous permet d'évacuer en fait un trop-plein éventuellement donc d'énergie, de chaleur. La peau aussi a un rôle immunitaire grâce à un ensemble donc, de cellules immunitaires. C'est la sentinelle en fait de notre organisme qui va nous permettre donc une protection assez optimale. Chez certains animaux, elle est pigmentée, enfin, dans la plupart des cas, sauf cas spécifiques. La pigmentation va nous permettre de lutter contre le soleil et ses méfaits. Enfin, la peau est un organe sensoriel puisqu'elle assure en fait le toucher, la pression, la sensation de douleur, etc., etc. Et enfin, au niveau de la peau, on a également la production de certaines vitamines, la vitamine D qui est produite par la peau suite à la stimulation par le rayonnement solaire. Donc c'est un organe qui est très vaste, qui est passionnant et qui est adapté à notre environnement et qui est bien entendu fondamental, d'où la nécessité de l'entretenir. De façon un petit peu plus spécifique, on va parler de la barrière cutanée. Donc, on va voir effectivement, donc là, vous avez en coupe deux coupes de peau qu'on voit au microscope, celle d'un chat qui est beaucoup plus fine, comme on peut le voir donc sur votre gauche, qui mesure entre 0,4 et 2 mm à peu près en moyenne, et celle d'un chien qui est effectivement donc beaucoup plus épaisse. On voit donc tout en haut une espèce de petite couche un petit peu irrégulière qui a presque, on dirait presque notamment sur celle du chat, des rayons un petit peu de miel, c'est la couche cornée, la couche la plus superficielle de l'épiderme. Dessous, vous avez l'épiderme qui est constitué de cellules vivantes et le derme qui est donc le substrat en fait de l'épiderme qui va permettre de lui apporter la nutrition par sa vascularisation notamment. La peau du chat est beaucoup plus fine que celle du chien, mais il y a également des variations selon la localisation. Par exemple, la peau du dos, d'une façon générale, est plus épaisse que dans les zones déclives. Ici, on a l'exemple, alors c'est le coussinet d'un lion, qui est très très beau, et la coupe histologique, par contre, est celle d'un coussinet, donc d'un chien. Et vous pouvez observer effectivement l'épaisseur de la couche cornée, qui est assez impressionnante. Et cela, effectivement, permet la motricité, les déplacements, etc. Sur les pattes. La barrière cutanée, généralement, on l'assimile à la couche la plus superficielle de l'épiderme. Donc, c'est ce que j'ai représenté donc, sur la petite coupe histologique tout en haut. Et on voit une sorte d'agrandissement schématique. Et on l'assimile de façon donc, schématique à un mur avec des briques qui sont constituées donc par les cornéocytes, c'est-à-dire les cellules de la peau qui sont mortes et qui vont ensuite desquamer, entourées de lipides, donc c'est-à-dire de gras qui constituent en fait le mortier de ce mur. Alors c'est une définition qui est un peu statique. C'est vrai que la barrière cutanée, dans ce cas-là, on la représenterait par quelque chose de très fixe, de peu malléable et d'un peu rigide. En fait, la barrière cutanée, c'est un petit peu plus que cela. C'est également une barrière biologique. On a sur notre peau des bactéries, des champignons qui constituent ce qu'on appelle la flore saprophyte. Et donc, ces bactéries, ces champignons, ils vont limiter le développement d'autres bactéries, d'autres micro-organismes qui pourraient lui nuire. On a également une barrière chimique. De par son pH, la peau nous protège du développement aberrant de certaines bactéries pathogènes, donc nuisibles.
Également, les cellules de la peau, qu'on appelle les kératinocytes, ils sécrètent des substances qui vont nous défendre contre les microbes. On a également une barrière immunologique, c'est-à-dire que, en introduction, je vous avais parlé du rôle immunitaire de la peau. Alors actuellement, avec le coronavirus, je pense que tout le monde sait parler d'immunité, mais la peau est le siège justement d'une réaction immunitaire spécifique, et la peau est ainsi assimilée à une sentinelle de notre organisme. Je vous ai parlé du rôle de barrière chimique, et le pH, donc l'acidité ou le caractère basique effectivement de la peau, est un moyen de défense contre les micro-organismes. Alors c'est intéressant de constater que en moyenne, il y a des variations, mais globalement, la peau de l'homme est relativement plus acide, en moyenne 4,7, 5,5, que celle du chien et du chat. Alors, chez le chat, on a en général donc, des normes entre 5,6 et 7,4, et chez le chien, entre 5,2 et 9,2. Il peut y avoir, bien entendu, comme chez l'homme, des variations du pH en fonction de la localisation anatomique. Et chez le chien, on observe qu'il y a même des variations entre les grandes races et les chiens de races intermédiaires et petites. Voilà. Donc, ce qui veut dire que ce qui, possiblement, en termes d'hygiène, est possible pour l'homme, n'est pas forcément adapté à nos compagnons. Il y a aussi une notion théorique qui est importante, c'est le renouvellement épidermique. Cette barrière cutanée, elle n'est pas figée, je vous le disais, ce n'est pas seulement un mur avec des cornéocytes entourés de lipides, il y a un renouvellement en fait permanent, la peau desquame. On a donc ce phénomène de desquamation, c'est-à-dire d'élimination des cellules mortes de l'épiderme, les cornéocytes, qui est très progressif. Et en parallèle, on a un phénomène de différenciation, c'est-à-dire que la couche basale, le socle en fait de notre épiderme, va progressivement se différencier pour donner donc les cornéocytes. Et ce phénomène en général met environ 3 semaines. Et il y a un équilibre qui est présent entre le phénomène de desquamation et de différenciation de cet épiderme. Lorsqu'on a une altération du renouvellement épidermique, tout va être effectivement perturbé. Alors, c'est le cas, notamment, il y a certaines races de chiens, notamment, qui ont un renouvellement épidermique qui est un peu accéléré. C'est notamment le cas chez le West Highland White Terrier, le Basset Hound aussi, qui sont des races de chiens avec une peau dite un petit peu séborique. Il y a également l'effet de l'environnement. Par exemple, un chien qui est soumis à un environnement un peu hostile, on peut effectivement avoir un renouvellement épidermique un petit peu augmenté. Et on a aussi des altérations de ce turnover épidermique dans certaines pathologies, alors très diverses, ce qui fait que c'est un phénomène qui n'est pas très spécifique d'une cause. Ça peut se retrouver lors d'infestations parasitaires, dans des phénomènes allergiques, inflammatoires, dans des phénomènes infectieux, lors de problèmes endocrinologiques, lorsqu'il y a des déséquilibres des hormones, notamment lors d'hypothyroïdie, ou également lorsqu'on a des troubles du métabolisme ou des problèmes nutritionnels avec un régime alimentaire déséquilibré, ou parfois même lors de certains phénomènes tumoraux. Ces altérations du renouvellement épidermique, elles vont se traduire de façon très peu spécifique d'une cause par des squames, c'est-à-dire des pellicules. On peut aussi avoir associé un pelage gras, et si cette peau, donc un petit peu anormale, se surinfecte, on peut observer alors une mauvaise odeur, un petit peu rance, des rougeurs et parfois même des démangeaisons. Alors, on va parler maintenant d'une autre partie donc, de la peau, c'est le pelage. Alors, il y a des petites différences anatomiques entre l'homme, le chien et le chat. La première, c'est que chez l'homme, on a des follicules pileux simples, c'est-à-dire que le follicule pileux va donner une seule tige pilaire, un seul poil, alors que chez le chien et le chat, on va avoir des follicules composés avec un poil donc principal et des poils secondaires. En fonction des races,
et du type de pelage, alors c'est un petit schéma qui n'est pas tout à fait exhaustif, on va avoir des variations. Sur un beau cocker qui a un pelage relativement long et fin, on va avoir surtout des poils primaires, donc des poils un petit peu plus… on va avoir peu de poils primaires, pardon, et beaucoup de poils secondaires longs et fins. Dans les races nues, niet, pas de poils primaires ni de poils secondaires, hormis un petit duvet des fois sur la tête et les extrémités. Pour les boxers, par exemple, ce sont des chiens donc à poils courts et fins. On va avoir pas mal de poils secondaires assez courts et quelques poils primaires relativement courts également. Le berger allemand, c'est le modèle en fait dit normal de pelage classique avec une composante donc assez bien répartie de poils primaires et de poils secondaires qui constituent son pelage. De ces variations raciales vont bien entendu découler des différences en termes d'entretien, de brossage, de toilettage, etc. Les poils vont suivre en fait un renouvellement permanent. C'est ce qu'on appelle le cycle folliculaire. On va avoir une phase de croissance qu'on appelle la phase anagène, puis une phase donc de régression qui est la phase catagène et une phase de repos, la phase télogène, où le poil en fait est mort mais persiste. Et puis petit à petit, on va avoir un retour donc en anagène, c'est-à-dire en croissance, et le nouveau poil va pousser l'ancien qui va ensuite donc être éliminé. Ce cycle folliculaire est influencé par de nombreux phénomènes. Alors des phénomènes endogènes, c'est-à-dire internes, ça peut être notamment le cas des hormones thyroïdiennes qui vont favoriser la pousse du poil notamment et l'entrée en anagène, ce qui fait que quand vous manquez d'hormones thyroïdiennes, de T4, vous avez souvent une chute de poil associée, mais pas que, il y a aussi une altération de l'état général, une prise de poids, etc. Mais sur le cycle folliculaire, effectivement, vous observez souvent une chute de poil. Voilà, il y a d'autres hormones qui ont aussi un effet, notamment le cortisol, c'est comme les corticoïdes que l'on pourrait donner par voie orale. Cette hormone a tendance à, au contraire, provoquer l'inhibition du cycle folliculaire et ainsi la chute des poils. Ce cycle folliculaire est également influencé par d'autres phénomènes. Le soleil, c'est-à-dire la photopériode, avec les alternances en fait, avec des périodes de plus forte luminosité lors du printemps et l'été, et des périodes où au contraire on a moins de luminosité, moins d'ensoleillement, et cela va jouer effectivement sur la régulation hormonale, la mélatonine notamment, et le cycle folliculaire. La température également induit effectivement une pousse parfois plus accrue, notamment en période estivale. On a également, bien entendu, un fort impact en fait de l'alimentation sur ce cycle folliculaire. En effet, pour produire un beau poil, on a besoin de protéines de bonne qualité. Donc, une alimentation équilibrée est essentielle. Enfin, il y a des phénomènes génétiques, c'est-à-dire qu'on a des variations individuelles qui sont liées à la génétique. On peut avoir des animaux avec un plus beau poil que d'autres. Alors les mues, donc ce sont des phénomènes qui sont relativement classiques en automne et au printemps, avec en général une mue donc, qui peut être assez variable, mais qui est plus importante donc, à l'approche effectivement donc, de l'été au printemps où le pelage d'été moins dense se met en place. Pour les animaux vivant à l'intérieur qui sont soumis donc souvent à un éclairage donc artificiel, on peut avoir un phénomène un petit peu de mue continue. Ce n'est pas anormal, c'est tout à fait effectif. Ça s'explique tout à fait par cette exposition effectivement et la température. Et il y a moins donc de variations liées au mode de vie extérieur. Et de ce fait, il n'est pas anormal de perdre du poil un petit peu tout au long de l'année, ce qui est parfois un petit peu gênant pour les propriétaires qui passent fréquemment l'aspirateur. Et ce phénomène a tendance simplement à s'accroître un petit peu en automne et au printemps, simplement.
certaines races de chiens ont un pelage dit anagène, c'est-à-dire avec une croissance continue très très longue. Donc, ils perdent très peu de poils. C'est notamment le cas des caniches et des yorks qui ont donc de très longs poils. Donc, dans ces races-là, on observe finalement peu de poils à la maison. Voilà. Il y a des phénomènes de mue un petit peu pathologiques qui peuvent survenir dans des conditions particulières suite à une gestation, comme chez la femme, ou au moment donc, de la lactation. Il y a des variations donc, hormonales relativement importantes et un effort important demandé également à l'organisme. D'où l'importance aussi, à ce moment-là, rappelons-le, de la nutrition. Les mues, quand doit-on s'inquiéter? Lorsqu'on a l'impression que notre animal mue beaucoup. Alors, on ne s'inquiète pas généralement quand cela ne se traduit pas directement par une perte de poils visible. Voilà, ça veut dire qu'on a un bon renouvellement, un bon cycle folliculaire et que les choses sont compensées naturellement. Par contre, on va commencer à s'inquiéter quand on observe une perte de poils, des squames, des rougeurs associées, etc. Et ça peut nécessiter à ce moment-là une consultation. Vous avez ici donc des petits exemples. Je vous ai mis donc tout à gauche donc un animal allergique qui avait tendance donc à se lécher beaucoup. Un animal donc qui souffrait également d'alopécia areata. Donc c'est un phénomène immunologique qui provoque la perte du pelage. Vous avez ici une patte d'un petit chien qui souffrait d'une teigne, c'est-à-dire donc une infection par un champignon de son poil, ce qui provoquait donc ces lésions-là. Et un cas un petit peu particulier d'alopécie X, donc c'est un type d'alopécie qui est assez complexe à diagnostiquer et qui se traduit donc de la sorte. Donc dans des cas, effectivement, ce sont des cas un petit peu extrêmes, je pense qu'on a tendance à consulter, mais ce qui doit vous inquiéter, c'est vraiment l'apparition de zones glabres, de zones alopéciques et dépilées. Alors, les griffes, ce sont des formations cornées qui sont produites par l'épiderme. Elles interviennent chez le chien, donc notamment dans la marche, et chez le chat pour la chasse, la préhension, la défense également. Ce sont donc, elles sont en croissance donc continue. Normalement, avec la marche, elles devraient donc, et avec le comportement donc du chat, elles devraient s'user normalement. Les oreilles donc, font partie finalement donc, de la peau. On peut les regrouper donc, ainsi puisque le conduit auditif externe et le pavillon font partie donc, de l'oreille. Vous avez ici donc, le pavillon donc, d'un chien. On voit la face interne et l'entrée donc, du conduit auditif sur cette photographie. Et à droite, vous avez une petite coupe transversale donc d'un chien avec une oreille dressée. Vous voyez donc le pavillon auriculaire qui donc est une lame de cartilage recouverte de peau cette lame de cartilage va s'enrouler sur elle-même pour former le conduit auditif externe avec une portion verticale et une portion horizontale qui forment un L et qui constitue le conduit auditif externe, l'oreille externe. Ce conduit donc se termine par le tympan au fond, qui est une sorte de membrane qui est en relation avec la bulle tympanique, c'est-à-dire l'oreille moyenne, et ensuite donc l'oreille interne à la base du crâne. Donc, vous voyez, c'est un organe effectivement donc assez particulier, qui est assez grand. Nous, on voit finalement que le sommet de l'iceberg. On voit juste le pavillon et l'entrée donc du conduit, mais c'est un organe relativement profond et en général, quand on nettoie l'oreille, on ne risque pas grand-chose avec les produits donc spécialement destinés à l'entretien. On ne risque pas de léser le tympan notamment. Et c'est un organe qui produit, donc la peau qui tapisse donc l'oreille externe et le pavillon, produit donc des sécrétions particulières par des glandes spécialisées, les glandes cérumineuses. Elle produit donc du cérumen. Ce cérumen contribue à la défense donc de l'oreille et est éliminé régulièrement lorsque tout fonctionne normalement. Voilà, donc normalement, une oreille est dite auto-nettoyante. On a peu besoin de la nettoyer, sauf dans des cas particuliers et des races prédisposées. Alors, l'entretien, c'est pour qui? C'est pour tous les animaux sains
et on commence dès le plus jeune âge. Ça nous permet aussi d'intégrer ces petites routines d'entretien et d'hygiène dans l'éducation de l'animal qui pourra ensuite, si malheureusement il a une otite par exemple, se laisser plus facilement nettoyer les oreilles. Bien entendu, on va poursuivre ces soins d'hygiène de façon peut-être un peu plus accrue lors de problèmes cutanés, lors de dermatoses. Mais également, on le fera en prévention avec une fréquence plus importante dans des races prédisposées aux troubles cutanés. Alors, ce n'est pas un hasard si je vous ai mis un petit bulldog. Et pour essayer, pour les chiens qui souffrent de pathologies cutanées chroniques, de limiter les récidives des problèmes cutanés. Alors, la première étape, c'est le brossage et le toilettage. Donc, le brossage, ça a pour but d'éliminer les poils morts, les salissures et éventuellement, notamment en cette période, de regarder s'il n'y a pas d'éventuels corps étrangers, notamment près des oreilles, au niveau des extrémités. Ça permet de limiter la formation des nœuds, ça stimule la circulation sanguine, donc ça contribue à avoir donc un beau pelage, une belle pousse, une belle croissance. On adapte ce brossage et ce toilettage. La fréquence en fait est adaptée en fonction en fait du poil, de sa longueur. Les poils longs bénéficieront d'un brossage quotidien, voire une fois par mois pour les chiens, donc dans des races, enfin les chiens ou chats avec des poils ras. Lors des périodes de mue, on utilisera un matériel un petit peu plus adapté, des étris, des cardes, et on brossera régulièrement, voire de façon quotidienne. D'une façon générale, on brosse dans le sens du poil en soulevant le poil. Et il faut utiliser le matériel adéquat. Donc pour les animaux à poil long, en général, on recommande un démêlage et un brossage quotidien. On peut utiliser des démêloirs, c'est des sortes de peignes avec des poils avec des dents un petit peu longues, et on peut en fait attraper le nœud et le défaire ainsi plus facilement. Des peignes également et des brosses. On peut utiliser également des démêlants. Il existe pas mal de sprays démêlants qui permettent de défaire le nœud un petit peu plus facilement et de faciliter l'entretien. Un shampoing doux régulier pourra également être bénéfique et régulièrement, notamment dans les races effectivement à pouce continu, on pourra réaliser la tonte ou la coupe du pelage. Voilà, lorsque les poils sont trop emmêlés, notamment chez les chats, on peut être amené à réaliser une tonte quasiment complète parce que c'est très difficile de couper les bourres de poils à ras de la peau, on risque de faire des lésions. On est même parfois obligé d'anesthésier les animaux pour réaliser donc cette tonte et ce retrait de bourre. Voilà. Alors, je vais vous passer ici donc une petite vidéo pour vous montrer le brossage d'un chat avec un pelage un petit peu long. Alors, voici. Alors, on peut commencer le démêlage donc avec un peigne avec des dents relativement larges, en insistant donc notamment au niveau du plastron, de la collerette. Voilà. Et également au niveau de la culotte, à l'arrière, on a souvent donc des poils relativement longs qui ont tendance effectivement donc à s'emmêler. Donc voilà, en les brossant donc bien à l'arrière avec le peigne donc pour essayer voilà de défaire les nœuds les plus épais. Ce sont les zones un petit peu critiques sur lesquelles on a effectivement donc tendance à relativement cette phase de brossage et de démêlage précédera toujours le shampouinage car avec l'eau, les nœuds ont tendance effectivement donc à se resserrer. Donc ça sera la première étape du shampoing, mais également la première étape de l'application éventuellement donc de mousse, de spray. Voilà. Alors chez le chat, notamment à poil long, du fait de leur comportement de toilettage, il y a un risque particulier, c'est le risque d'avaler beaucoup de poils et de faire des bouchons de poils qui peuvent provoquer une véritable obstruction. On parle de trichobézoar pour caractériser cette affection. Donc on recommande vraiment de faire très attention et de vraiment bien brosser régulièrement. Il y a certains aliments qui contiennent notamment du psyllium, qui forment un petit mucilage au niveau donc, des intestins, qui va permettre des fois plus facilement sur les animaux prédisposés ou qui vomissent régulièrement, de faciliter le passage également donc, de ces bourres de poils. Pour les races à poils courts, on utilisera globalement des gants, des brosses avec des petits picots en caoutchouc pour éliminer donc, les poils morts et les salissures.
et ça permettra de restaurer un petit peu la brillance du pelage à raison d'1 à 2 fois par mois. Généralement, c'est relativement suffisant. Pour les poils durs, donc, ce sont des poils un petit peu particuliers, notamment, donc, on retrouve ce type de poils chez les fox terriers, les Airedale terriers, les Scottish terriers et les Westie. Ce sont des poils en fait où les poils morts ne sont pas éliminés. Alors souvent, les toiletteurs, il vaut mieux confier effectivement cette tâche aux toiletteurs, même s'il y a certains propriétaires qui se débrouillent relativement bien. On fait ce qu'on appelle donc l'épilation ou le trimming. Donc il y a des petits outils un petit peu particuliers que j'ai représentés donc ici, qui permettent le retrait des poils morts. J'insiste bien sur le fait qu'on enlève simplement les poils morts, parce que sans ça, ça serait relativement douloureux de procéder à une véritable épilation, au sens où les humains l'entendent. Voilà, si on tourne ce type de poil, en général, on a un poil qui devient un petit peu laineux, et pour conserver effectivement les caractéristiques du pelage, on procède donc à cette épilation ou trimming. Alors, pour faciliter l'entretien, on peut utiliser toute une série donc, de produits topiques, cosmétiques. Donc, alors, je vous ai mis quelques définitions. Un topique, en fait, ce sont des produits qui sont destinés à être appliqués sur la peau ou les muqueuses. Donc, ils vont avoir une action locale. Et certains peuvent également donc, diffuser dans l'organisme, et on dit qu'ils ont alors une action systémique. On retrouve alors des topiques médicamenteux. Ce sont des topiques que là, les vétérinaires vont vous prescrire, qui nécessitent une prescription. C'est par exemple les topiques qui contiennent des corticoïdes, des antibiotiques, des antifongiques, etc. Il y a des topiques désinfectants, donc qu'on connaît, la bétadine, la chlorhexidine, etc. Et les produits cosmétiques. Donc les cosmétiques en humaine, il y a une définition un peu particulière, ce sont les substances qui sont destinées à être mises en contact avec les parties superficielles du corps en vue de les nettoyer, de les parfumer, d'en modifier l'aspect, de les protéger. Donc normalement, il n'y a pas de véritables allégations thérapeutiques. C'est vraiment en vue d'améliorer l'aspect, d'embellir. Chez les animaux, donc, il y a plusieurs intérêts à ces traitements topiques et cosmétiques. Simplement l'entretien des animaux normaux. On peut aussi distinguer des classes anti-séboriques pour limiter les pellicules, les squames, donc pour traiter un petit peu les pelages gras, et des soins plus hydratants, calmants, et parfois même des produits donc antimicrobiens qui contiennent souvent de la chlorhexidine et parfois des antifongiques. Donc, globalement, je vous conseille toujours de demander conseil à votre vétérinaire ou aux assistantes vétérinaires qui pourront vous guider pour le choix de ces produits, et toujours utiliser les produits adaptés à chaque espèce. On vous déconseille en général d'utiliser des produits destinés à l'homme. Je vous ai dit tout à l'heure, notamment le pH de la peau est très différent, et c'est important de respecter le pH donc, de la peau pour assurer donc, un renouvellement épidermique normal. Donc, globalement, on peut distinguer différents types de peau chez les animaux aussi. Donc, c'est important, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas effectivement à demander à la clinique pour vous aider dans ce choix en nous montrant le pelage de votre animal. Donc, vous avez des peaux normales avec un poil sain, brillant, doux, des poils plus secs avec un poil un petit peu plus rêche, fragile, cassant, qui vont bénéficier alors de soins plus hydratants, et des pelages un peu gras naturellement, ce qu'on peut retrouver notamment chez le Westie, le Basset Hound, avec un poil un peu terne, luisant, parfois même un peu collé, et un excès de sébum assez relativement bien identifié. Là, on utilisera des produits antiséboréiques avec des vertus séborégulatrices. Voilà. Ce petit tableau, je fais une petite aparté, est issu d'un ouvrage très intéressant. C'est un guide pratique de dermocosmétique vétérinaire. Voilà. Alors, pour ce faire, en médecine vétérinaire, vous devez le savoir, on a pas mal de chance finalement, parce qu'on a beaucoup de déclinaisons de ces produits en différentes formes galéniques. Donc, la galénique, ça veut dire la forme du produit. Vous pouvez trouver des shampoings, des mousses, des spot-on, on va y revenir petit à petit, des lotions, des gels, des baumes, des lingettes, etc. Donc, on va pouvoir s'adapter finalement à l'animal, au propriétaire, à ses demandes, et également donc à chaque type de produit. Donc, on adapte également la galénique à la zone traitée. C'est-à-dire, si vous voulez traiter le corps entier, on pourra plutôt utiliser un shampoing, une lotion, une mousse. Si on veut traiter une zone particulièrement, on pourra utiliser une petite pipette ou des lingettes ou une pommade ou un gel. Voilà.
Donc ici, vous avez différents types. Vous avez un petit exemple, c'est un chien donc à droite qui a une petite affection donc, de son pli. On va utiliser effectivement une solution localisée. Alors, le chat a quelques petites spécificités, c'est que généralement, il n'aime pas se baigner. Il a peur du spray et il n'est pas toujours patient. Néanmoins, il y a certains chats qu'on arrive à baigner, donc il faut les habituer en général quand ils sont plus petits. Et on va choisir, si ce n'est pas le cas, si on n'arrive pas à le baigner, s'il n'aime pas ça, on ne va pas le traumatiser, ce n'est pas le but. On peut, s'il en a besoin, utiliser d'autres formes. Il y a des shampoings secs, il y a des mousses, il y a des pipettes éventuellement ou des lingettes. En tout cas, on essaiera toujours de se placer dans une atmosphère calme avec une température confortable et de préparer tout le matériel à l'avance. Voilà. Alors, comment réalise-t-on un shampoing? La première étape, c'est le brossage pour éliminer le gros des salissures. Ensuite, on va mouiller l'animal et appliquer avec de l'eau tiède de façon assez généreuse, donc en évitant les yeux et les oreilles. Et on fait une première application sans pause. Là, vraiment, le but, c'est d'éliminer les salissures. Alors, je vous avais mis une petite vidéo ensuite pour la suite, et notamment qui concerne l'application du shampoing. Alors ici, vous avez un gentil petit cavalier. Effectivement, vous voyez, donc il est tout mouillé. Et puis, on va petit à petit donc, lui appliquer donc, intégralement ce shampoing et faire mousser petit à petit. Voilà. On va bien insister sur les extrémités. S'il y a des lésions, on commencera éventuellement par savonner les lésions pour permettre un temps de contact plus important entre le shampoing donc, et les lésions. Voilà. Donc, vous voyez, bon, c'est un petit chien qui est relativement gentil, qui se laisse bien faire. Voilà. Je reviens à la présentation. Donc, on procède ensuite à une seconde application. En général, la deuxième application nécessite beaucoup moins de produits. C'est un peu comme nous quand on se lave la tête. En général, le deuxième shampoing, on a besoin de beaucoup moins de produits. Et on va essayer de respecter un temps de pause. Alors, pour essayer de faciliter le contact avec les principes actifs et les bénéfices du shampoing. Et on va essayer donc de tenir 5 à 10 minutes. Alors, c'est très important lorsque notamment on a des problèmes de peau. On va essayer de privilégier effectivement donc, ce contact. On procède ensuite à un rinçage bien soigné et on sèche plutôt à la serviette. On préfère, on peut utiliser le sèche-cheveux, mais dans ce cas-là, on essaye de bien se placer à distance. On peut des fois diluer un petit peu le shampoing avant l'application pour essayer d'en utiliser un petit peu moins et on double les doses généralement pour les poils relativement longs. Alors, comment on applique un spray? Donc, alors, pas comme ça, généralement, la petite photo me faisait rire, mais ce n'est vraiment pas comme ça. On essaye de limiter la pulvérisation donc, dans les yeux, dans la truffe et dans la gueule. On brosse en général donc, le poil à rebrousse-poil et on va pulvériser donc, le spray, la lotion, à distance, à quelques centimètres. Et on va ensuite, plus ou moins, en fonction des produits, réaliser une petite friction pour faciliter la pénétration des principes actifs. Les sprays ne requièrent pas de rinçage généralement. On peut ensuite donc laisser sécher et distraire un petit peu l'animal le temps du séchage pour éviter qu'il n'aille se lécher. Pour la mousse, c'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire qu'on va remplir par contre le creux de la main et déposer donc directement sur le pelage de façon donc à bien l'humidifier et masser un petit peu à rebrousse-poil. Le lendemain, en général, ça peut d'ailleurs être le cas après le spray ou l'application d'une mousse, pour éviter que le pelage reste un petit peu terne, ça peut être intéressant de brosser pour retirer les résidus. Un spot-on, alors ça peut être appliqué pour des petits problèmes particuliers. Là, je vais vous montrer l'exemple d'un petit chat. On l'applique donc localement sur la lésion. Donc, ce qui est important, c'est d'écarter les poils et de l'appliquer directement sur la peau. Ensuite, on évite de toucher et on ne masse pas. Le produit, en fait, va diffuser sur le poil. Par contre, c'est important de ne jamais laver l'animal dans les 48 heures qui précèdent et qui suivent l'application du produit pour permettre sa diffusion efficace sur le film lipidique qui a besoin d'une part d'être présent et de persister.
Voici donc un petit chat qui souffre, donc c'est un Maine Coon, qui souffre de ce qu'on appelle le stud tail. Je vais y revenir donc rapidement dans quelques instants. Donc on va appliquer un petit spot-on donc sur la lésion, cette petite pipette directement donc sur la peau. Et on va ensuite donc refermer un petit peu le pelage et éviter donc le contact directement entre les doigts donc, et le produit. Voilà. On peut utiliser également donc, des compléments alimentaires pour améliorer la barrière cutanée. Donc, vous les connaissez, ce sont des produits finalement qu'on utilise également en médecine humaine chez l'homme, des oméga 3, des produits qui contiennent de la kératine, des antioxydants, certains acides aminés particuliers, des vitamines B. Certains aliments d'ailleurs déjà en contiennent, donc ça peut être intéressant éventuellement de les utiliser dans certains cas. Ce qui est très important, c'est notamment chez les bulldogs et les races en fait, qui ont un écrasé qu'on appelle brachycéphale, d'avoir une bonne hygiène des plis. Généralement, par exemple, quand on adopte un bulldog, on devrait adopter également les lingettes d'emblée parce que ces plis provoquent une petite macération. Et avec les frottements, il y a souvent une petite irritation et parfois le développement de bactéries et de champignons, notamment au niveau du pli de la face, de la vulve ou également au niveau de la queue. Il y a des chiens qui ont effectivement une petite queue en tire-bouchon et il faut nettoyer quotidiennement entre les plis pour éviter l'apparition de surinfection. Donc généralement, c'est relativement facile d'utiliser des lingettes imprégnées d'antiseptiques pour assurer cette hygiène. Alors l'entretien des coussinets, c'est fondamental, notamment pour les animaux sportifs et les chasseurs. Donc, surtout en été et en hiver, donc lorsque les coussinets sont mis à rude épreuve, en été par le bitume qui est chaud, le goudron qui chauffe très très fort et qui peut faire des lésions. Donc, attention aux balades, préférez les balades dans l'herbe plutôt. Et l'hiver, lorsque effectivement on va dans la neige, ça peut être intéressant d'utiliser des pommades protectrices pour renforcer le coussinet et parfois même, notamment pour les chiens sportifs, des solutions tannantes. On peut utiliser, pour les chiens qui ont des coussinets un petit peu fragiles, des petits bottillons. Alors, l'entretien des griffes, généralement, il n'est pas spécialement nécessaire, sauf dans certains cas, on va devoir effectivement raccourcir un petit peu la griffe. Sur la petite photo donc, de droite, vous voyez, on discerne facilement, puisque la griffe est transparente, la zone où on peut couper, et on essaye donc de ne jamais couper là où la griffe en fait est rose. On voit le rose, c'est la matrice de la griffe, et là on risque des saignements importants. Alors, si ça arrive, ce n'est pas grave, on peut utiliser un petit peu de coton pour essayer d'arrêter le saignement et on peut appliquer un petit point de superglue. Ça peut effectivement donc aider à arrêter le saignement. Il y a également des dispositifs qui sont vendus par Dremel qui permettent de limer les griffes des chiens et des chats de façon assez régulière. Voilà, il faut par contre habituer, je pense, l'animal relativement tôt. En tout cas, c'est important d'avoir un matériel bien affûté pour faire une coupe franche et non douloureuse. L'hygiène des oreilles est particulièrement importante. Donc, on évite le coton-tige qui a tendance, vous l'avez vu, le conduit est un L, à tasser les sécrétions au fond du conduit. Et on va utiliser généralement une lotion auriculaire donc adaptée. Je vais vous montrer une petite vidéo. Vous avez donc ici l'entrée du conduit auditif. Donc, vous allez vous munir donc, de la solution, instiller une bonne giclée de produit de façon à bien remplir le conduit auditif. Vous allez ensuite réaliser donc un massage doux du conduit auditif externe et puis donc relativement longtemps pour bien mettre en suspension en fait le cérumen. Et ensuite, on va laisser donc l'animal s'ébourouer. Et à l'aide donc d'une petite compresse ou de papier hygiénique ou de sopalin, on va délicatement donc nettoyer l'entrée du conduit auditif. Et inutile d'aller chercher donc le coton-tige. On pourra éventuellement utiliser le coton-tige pour nettoyer les petites circonvolutions à l'entrée du conduit, mais jamais à l'intérieur. Voilà.
Et puis, on rappelle, les cotons-tiges, ce n'est pas idéal pour l'environnement. Alors, lorsque les animaux vieillissent, la sénescence, on peut avoir plus de pellicules, un pelage terne. Alors, il y a des soins spécifiques qui existent pour leurs vertus donc antioxydantes, qui sont riches en oméga 3, qui peuvent essayer d'améliorer un petit peu le renouvellement épidermique. Il y a beaucoup de chiens également qui souffrent avec l'âge d'une hyperkératose du nez, des coussinets et des coudes, donc qui ont des cales de pression. Alors, vous avez beau rembourrer le matelas, en général, ils vont toujours s'y coucher à côté. Et vous pouvez utiliser alors des baumes hydratants avec certains principes actifs pour restaurer donc la peau et la protéger. C'est relativement efficace, hein, ça peut être très intéressant. L'éviction solaire est très importante sur les animaux donc blancs. Le chat, on sait notamment pour les oreilles, il peut y avoir effectivement le développement de lésions cancéreuses, hein, comme vous pouvez le voir, sur les paupières, sur également le pavillon. Et tout à gauche, vous avez un chien effectivement qui a des lésions précancéreuses, hein, donc de la truffe, du nez, pardon. Et il faut effectivement donc les protéger, ces animaux, soit avec des crèmes à base d'oxyde de zinc. Alors, il y a une seule marque actuellement qui commercialise en médecine vétérinaire donc des filtres solaires. On teste toujours, hein, quel que soit le filtre solaire humain ou pas, l'absence de réaction allergique au filtre solaire sur un petit bout de peau pour vérifier effectivement qu'il ne provoque pas de réaction allergique. En tout cas, ces filtres doivent être renouvelés régulièrement et on évite en tout cas l'exposition entre 10h et 17h. La plupart, c'est vraiment la meilleure des recommandations. On pourra protéger les paupières et les yeux avec des petites lunettes de soleil qui sont commercialisées. Alors, un petit exemple amusant, les chats nus qui ont une séborrhée naturelle de leur peau, on peut utiliser des shampoings assez régulièrement, des émollients et des lingettes pour essayer d'enlever donc régulièrement ce petit matériel donc séborique qui se dépose souvent à l'entrée du conduit auditif, à la base des griffes et entre les doigts. Lorsque les animaux sont en surpoids, souvent ils ont des difficultés à se toiletter, donc on peut utiliser des petites pipettes riches en oméga 3 et en certains principes actifs pour restaurer le film lipidique cutané et éliminer donc ces squames. Certains chats ont ce qu'on appelle de l'acné. C'est un petit trouble folliculaire qui n'a rien à voir avec les hormones, rien du tout, mais qui peut se développer. Et ces affections bénéficient vraiment donc, de soins réguliers pour aider à la vidange des comédons. Donc, on peut utiliser des petites lingettes antiseptiques, des petits spotons, donc des petites pipettes antiséboriques ou des shampoings pour les animaux les plus conciliants pour éviter, comme vous voyez sur l'image la plus à droite, le développement de surinfections bactériennes relativement importantes. Voilà. Le stud tail, c'est la queue des talons. Il y a certains chats qui développent au niveau donc, de la queue une séborrhée, des pertes de poils avec des squames. Donc, ça nécessite bien entendu de le montrer à votre vétérinaire. Mais l'utilisation en fait, de topiques kérato-régulateurs permet en général de nettement améliorer effectivement donc l'aspect en l'appliquant régulièrement une fois par semaine avec un brossage régulier. Alors, comment optimiser les soins ? N'hésitez pas à demander à votre équipe, à vos vétérinaires. Nous sommes là pour vous conseiller. Les assistantes aussi, qui sont là pour recueillir toutes vos interrogations, pourront vous expliquer et faire des démonstrations. Donc, c'est important d'entretenir ce lien. Et néanmoins, il y a des moments où vous devez vous alerter et il y a peut-être nécessité de consulter, notamment lorsque vous observez des démangeaisons, des rougeurs, des pertes de poils, des croûtes, des boutons. Voilà, vous avez ici donc différents exemples. Il y a un chien qui se lèche beaucoup parce qu'il souffre d'allergie, de dermatite atopique. Il va falloir effectivement consulter assez rapidement avant que les choses ne s'aggravent. Vous avez ici un chien qui a perdu beaucoup de poils. Il souffre d'une démodécie, c'est-à-dire d'une infection parasitaire, ou de leishmaniose, comme ici, donc ce chien qui présentait des petites lésions au bout du pavillon. Lors d'otite, il faut systématiquement consulter. Si vous voyez que votre animal a des rougeurs, des démangeaisons, un port de tête anormal, se plaint, a du cérumen en quantité anormale ou d'aspect anormal, plus liquide, c'est une mauvaise odeur, il faut consulter pour éviter donc des problèmes plus importants, notamment une otite moyenne. Et il faut consulter aussi pour vérifier notamment qu'il n'y ait pas un épillé, notamment en cette saison, c'est-à-dire des corps étrangers.
Pour les griffes également, ça peut être intéressant de consulter lorsque vous observez une usure anormale, des griffes fragilisées, friables ou une chute de griffes. Ça peut arriver dans différentes pathologies ou même lorsque l'animal en fait, a des troubles neurologiques, une hernie discale, sa patte peut frotter, ses griffes peuvent frotter de façon anormale avec le sol et occasionner une usure anormale. Ça peut être un signe d'alerte. Au niveau des coussinets, il y a pas mal de maladies ou de traumatismes qui peuvent se traduire par des lésions au niveau des coussinets. Lorsque vous observez des fissures, des squames, des croûtes, des ulcères, des gonflements anormaux, ça peut traduire une pathologie particulière. Il ne faut pas hésiter effectivement à nous les montrer. D'une façon générale, l'hygiène de la peau et du pelage, comme vous l'avez vu, concerne tous les animaux dès leur plus jeune âge et quelle que soit leur race. Alors, c'est certain, on connaît des races prédisposées, mais c'est important, effectivement, pour tous les animaux qui vivent en contact avec nous et qui partagent notre foyer, de régulièrement les entretenir et les y habituer. Ça permet également le dépistage rapide d'éventuels problèmes dermatologiques et on ne le répétera jamais assez, nous sommes là, en fait, pour vous aiguiller et vous donner les conseils appropriés. Voilà. Je vous remercie de votre attention. J'espère que cette présentation vous a intéressé. Merci beaucoup, Anne. C'était vraiment très clair et très intéressant. Il y a de nombreuses questions, beaucoup de personnes nous ont interrogés sur les traitements. Donc ça, c'était quand même, ce sont des questions qui sont un peu difficiles parce que ça passe quand même par des consultations. On essaiera de leur répondre probablement par écrit de façon le plus détaillée possible. Plusieurs personnes nous ont interrogés sur la façon dont on peut brosser un chat qui le refuse. Alors ça peut être effectivement un peu complexe. Je pense qu'il faut, Est-ce que vous avez une solution miracle, docteur? Alors, pas forcément. Il faut peut-être essayer les gants. Il y a des gants avec des petits picots qui peuvent être relativement bien tolérés en fait par l'animal. Il faut y aller par petites touches et toujours se mettre dans des conditions ne pas essayer de l'attraper trop brutalement à un moment où c'est un peu plus propice au câlin, éventuellement le soir devant le canapé. Et essayer ces gants, ça peut être une alternative intéressante. Voilà. Alors, par exemple… pour la suite. Oui. Voilà, dans les questions qui sont pas forcément faciles à traiter sans voir l'animal, voilà, on a un setter irlandais de 7 mois qui a des pellicules. Comment régler son problème? Alors, c'est une question qui n'est pas forcément évidente. Je pense qu'il y a plusieurs paramètres à contrôler. Alors, notamment son alimentation, savoir si tout est bien équilibré. Les parasites également, s'il y a certains, simplement le fait d'avoir quelques puces, ça peut des fois entraîner un renouvellement épidermique accru et l'apparition de pellicules. Et puis, ça doit être interprété dans un contexte un petit peu plus large, savoir est-ce qu'il a des démangeaisons, est-ce qu'il y a d'autres choses. Et éventuellement, il faudra peut-être voir avec le vétérinaire pour réaliser des petits prélèvements avec un petit scotch notamment pour vérifier qu'il n'y ait rien d'autre, qu'il n'y ait pas de surinfection, etc. Donc, je pense que si les choses classiques, l'alimentation, les traitements antiparasitaires sont relativement bien gérés, on peut certes essayer un traitement local avec un shampoing un petit peu antiséborique, mais je vous invite quand même à vous poser la question effectivement de savoir s'il n'y a pas autre chose derrière et peut-être à consulter dans ce cas-là, d'autant que c'est un jeune animal. Voilà, beaucoup de questions portent sur la gestion de l'atopie. Et oui, alors ça c'est vrai que c'est une problématique qui est de plus en plus importante. Je crois qu'on a de plus en plus d'animaux allergiques comme chez l'homme. Et effectivement, les soins locaux, l'hygiène font partie de la gestion de l'animal atopique. Et on sait que ces animaux-là, outre une réaction anormale de leur système immunitaire, ont également une barrière cutanée qui est souvent altérée, une peau qui est sèche, qui est plus perméable aux allergènes également, et qui bénéficie d'une hydratation régulière et de soins cutanés importants. Voilà.
je ne sais pas s'il y avait… Je t'ai un peu coupé, Alain, désolé. Non, c'est… C'est un sujet qui est passionnant. Voilà, oui. Par exemple, il y a beaucoup d'inquiétudes autour des médicaments. Bon, la cortisone, l'apoquel aussi semble soulever des questions précises que j'avais encore jamais rencontrées. On ne peut pas reprocher à l'apoquel de déclencher des cancers. Alors, c'est une thérapeutique qui est relativement sûre d'usage. Et globalement, c'est un médicament sur lequel on commence quand même à avoir un petit peu de recul et ce qui semble vraiment être sûr d'usage. Après, ça reste un médicament avec des effets secondaires possibles, hein, mais moi, j'avoue n'avoir jamais fait de déclaration de pharmacovigilance et pourtant, j'en ai prescrit depuis très longtemps. Maintenant, d'une façon générale, je pense qu'il faut intégrer les soins d'hygiène et la restauration de la barrière cutanée d'une façon générale, avec même les compléments en oméga 3, etc., des immunomodulateurs naturels qui peuvent être donnés par voie orale, soit en complément, en capsule, en gélule à côté, et dans l'alimentation directement intégrée, en complément de soins locaux, toujours dans un but de diminuer la consommation de médicaments, que ce soit l'apoquel, que ce soit la cortisone également. Le but, c'est d'avoir une approche multimodale d'une maladie qui est multifactorielle. Et également d'envisager aussi la désensibilisation cutanée qui peut permettre aussi de diminuer la consommation de médicaments. Donc, c'est vrai que c'est un sujet très, très vaste. Je pense qu'il faudrait peut-être faire une webconf atopie. Moi, je serais ravie. C'est un sujet qui est passionnant. Voilà. Bon, entendu. Écoute, merci beaucoup, Anne. Merci à tous les participantes et les participants. Et donc, nous allons nous efforcer de vous apporter le maximum de réponses par écrit dans les prochains jours. Très bien, bonne avec soirée. plaisir. Bonne soirée à tous. Merci d'être venus. À bientôt. Au revoir. Merci.